Comme de nombreux marins, vous avez sans doute usé vos fonds de ciré sur un First. Pour ma part, c'était à bord d'un First Class 8 avec lequel j'ai découvert les joies de la régate, voilà un paquet d'années. En 2022, la gamme course croisière de Beneteau fête ses 45 ans, et depuis son lancement en 1977 avec le mythique First 30, les First ont bien changé, la dernière génération en est le témoin. Le First 36, qui navigue depuis le printemps, a été dessiné par un architecte bien connu de nos services, en Mini, en classe 40 et en IMOCA. Je veux parler bien sûr de Sam Manuar, qui a dessiné une carène puissante et confortable qui plane dès 15 nœuds. Le First 44, lui, a été dessiné par Roberto Biscontini. C'est un vrai petit yacht doté d'une version performance avec mât carbone et quille longue. Il sera dévoilé lors du Cannes Yachting Festival du 6 au 11 septembre. L'occasion idéale pour découvrir ces deux nouveaux First sur le stand Beneteau à Port-Canto. Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, ainsi qu'un festival du film et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Pierre-Yves Gautreau et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 84e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 30 août, il est exactement 8h55 et nous allons notamment parler d'IMOCA aujourd'hui avec 2 invités qui l'année prochaine seront réunis au sein du même équipage sur The Ocean Race, à savoir Paul Meillat, qui est à la veille de mettre à l'eau son nouveau biotherme et qui a trouvé le temps de passer dans les bureaux de Tip & Shaft pour enregistrer cet épisode. Salut Paul. Salut. Et notre deuxième invité est Anthony Marchand qui, de son côté, est chez lui à côté de Lorient. Salut Anthony. Bonjour Axel. Eh bien, juste avant de parler peut-être de ce projet IMOCA et de The Ocean Race avec vous, un petit mot sur l'autre actu chaude du moment, la solitaire du Figaro. Je sais que Paul, on en a parlé hier, tu me confiais juste avant de débuter que tu étais tellement accaparé par ton bateau que tu n'as pas eu le temps de suivre la course. Est-ce que toi, Anto, tu as un peu plus le temps de suivre cette solitaire, cette 53e édition? Et si oui, quel est ton regard sur la course? Oui, forcément, après 10 ans de Figaro, dès qu'il y a une solitaire du Figaro qui se passe sans nous, t'as envie de voir ce qui se passe, de regarder, de voir les forces en présence. Et puis c'est toujours intéressant aussi pour la culture générale de voir tous les petits coups tactiques que les concurrents font mettre en place, les passages de pointe bretonne, etc. Donc toujours intéressant à suivre. Bon, et quelle a été ton analyse de la première étape? On a eu finalement une étape qui se ressemblait pas mal à la troisième, si je me souviens bien, de 2020, avec encore un scénario à rebondissement et à l'arrivée à la victoire de Fred Duthil. On voit bien que Tom Laperche porte très bien son surnom, Tom Laporche. C'est vrai qu'il va vraiment très vite. Tu sens qu'il est à l'aise sur son bateau, sur la vitesse. Forcément, comme il est là vraiment pour gagner cette solitaire, tu vois qu'il navigue souvent dans le paquet, il tente pas trop de coups, il est souvent aux avant-postes, avec une navigation peut-être un peu moins extrême, tactiquement parlant. Mais bon, il y a beaucoup de jeunes qui poussent et qui lui mettent du fil à retordre. Voilà, ça s'est vu sur cette première étape où même si on va vite et on est devant, il y a toujours des choses qui peuvent se passer, une flotte qui peut se disloquer, tenter des coups et de temps en temps ça peut faire mal. Voilà, là il a perdu un petit peu de temps sur cette première étape. Là on est en train de voir sur cette deuxième étape dans du vent fort sur la descente de la Manche sous spi serré qui va vite, qu'il est encore devant. Donc faut espérer pour lui que le fruit de toutes ces années de travail porte ses fruits, voilà, et qui réussisse à passer cette ligne en tête. En tout cas, je trouve qu'il le mérite. Il mériterait pas d'avoir un scénario comme sur cette première étape. Ouais, parce qu'on rappelle qu'à l'heure où nous enregistrons, là j'ai la carto sous les yeux, il est effectivement en tête avec Loïs Béréard à ses côtés et Guillaume Kérouel de Région Normandie à la 3e place. Paul, tu ne regardes pas du tout la solitaire ou tu jettes quand même un petit coup d'œil de temps en temps sur la carto ou sur les classements? Non, je jette des petits coups d'œil, mais pas dans la journée, quoi. Mais du coup, à la première, j'avais regardé un petit peu.
qu'on avait parlé un peu de météo aussi, je croisais Nico Lunven à Lorient et qui a fait les briefings pour le pôle. Et du coup, c'est vrai que ce petit passage des Silly au retour au niveau météo était assez intéressant à regarder. Et c'est vrai que ça rappelle un peu les Fastnet parce que on sait jamais trop où passer. Et du coup, c'était toujours intéressant. Donc cette étape, là, la deuxième, elle a l'air plus sanglier et plus classique. Je pense que le niveau réel, il y a une espèce de hiérarchie qui est en train de s'installer. Mais ouais, c'est intéressant. Et puis, même si j'ai pas beaucoup de temps, je regarde quand même un peu de temps en temps. Anto, tu le disais, hein, toi tu as fait quasiment 12 éditions consécutives, il y avait juste une où tu n'avais pas dû le faire, tu as fait plusieurs podiums, ça fait maintenant 2 ans que tu ne cours plus sur le circuit Figaro, en tout cas la solitaire. Est-ce que ça commence à te manquer? Est-ce que c'est quelque chose qui te manque ou en ce moment tu es complètement passé à autre chose? Alors oui, donc j'ai fait 10 éditions consécutives presque, à part une année où j'étais sur la Volvo en 2015. Ça manque, ouais, ça commence à gratter de les voir naviguer sur cette solitaire. Par contre, je me suis toujours dit que je reviendrais faire la solitaire du Figaro le jour où j'aurai envie de refaire toutes les régates de pré-saison, de début de saison, qui sont vraiment importantes pour pouvoir prétendre à une belle performance sur la solitaire. Et voilà, aujourd'hui, j'ai pas l'envie de faire tout un hiver à entraîner en Figaro, de faire les premières courses de début de saison. Voilà, j'ai que l'envie de faire la solitaire, donc il faut encore un petit peu attendre pour que l'envie de faire une saison complète revienne. Mais bon, ça ne saurait tarder et un jour, ouais, j'espère revenir faire une belle solitaire. J'ai eu la chance de faire une place de deuxième et une place de troisième avec 3 ou 4 victoires d'étape en tout, je sais plus. Donc la première place, forcément, ça fait rêver et c'est un objectif que je range dans le coin de ma tête. Paul, de ton côté, toi, tu as aussi fait du Figaro, hein, tu as couru sous les couleurs du programme Skipper Massif. Est-ce que le Figaro maintenant c'est derrière toi ou est-ce que comme d'autres, tu dis que tu y reviendras un jour sur la solitaire bon, même si aujourd'hui on a bien compris que c'était pas ton actualité ni ta priorité du moment. Bon, je pense qu'un jour, la question se posera en tout cas. C'est vrai que moi j'en ai fait que 5, hein, beaucoup moins qu'Anto. Mais du coup, ouais, après, c'est si je reviens, je veux dire, je partirai d'encore plus loin parce que justement, ça fait longtemps que j'en ai pas fait en solitaire. Parce que ma dernière saison, c'était en 2014. Et du coup, c'était du Figaro 2. Donc c'est vrai que ça demanderait beaucoup de travail pour performer. Et puis, par contre, c'est vrai que tous les hivers, tous les ans, j'essaie de participer à quelques entraînements avec le pôle Finistère Course au Large. Donc non, c'est sympa. Et puis j'avais eu l'opportunité de faire un peu de Figaro 3 au début avec Anthony quand il courait sous les couleurs de Groupe Royer. Et c'est vrai qu'il y a toutes ces courses en double, la nouvelle Transat mixte, il y a les Tours de Bretagne, il y a les Sardinia Cup. Enfin, il y a pas mal d'opportunités pour rester un petit peu garder un contact avec ce milieu. Et puis le jour où il y aura une opportunité, on verra. Mais c'est vrai que, comme dit Anthony, ça demande beaucoup de travail pour performer. Donc, c'est comme sur tous les supports, en fait. Hein. Donc, c'est difficile de revenir juste comme ça pour faire une solitaire, quoi. Oui, bien sûr. Passons maintenant à ton projet, à ton actualité immédiate et à ce projet IMOCA. Tu es sur le point de mettre à l'eau ton 60 pieds biotherme. Non, je crois que c'est demain si je me trompe pas. Comment on se sent à 24 heures de la mise à l'eau de son premier IMOCA? Très bien. C'est vrai que c'est la première fois que je construis un bateau, IMOCA ou autre, hein, donc c'est une sacrée aventure. Le boulot, on a commencé mi-décembre la construction du bateau et c'est vrai que depuis ce temps-là, il n'y a pas eu beaucoup de repos, surtout sur les derniers mois. Mais ouais, c'est super. On sent vraiment qu'il y a une dynamique qui se crée dans l'équipe technique. C'est vrai qu'on a vécu vraiment en petit comité pendant quelques mois et du coup on est tous un peu fatigués, mais il y a l'excitation et l'enthousiasme d'arriver à la mise à l'eau là qui fait que l'ambiance est super bonne et puis on a hâte de faire les premières naves, mais je dirais qu'on fonctionne un peu par étapes, quoi. Et avant de faire les premières naves, il y a quand même pas mal de choses
à faire. Il va falloir mettre à l'eau, faire les tests de jauge, commencer à armer le bateau. Et je vois bien sur les autres projets que c'est long et que c'est pas si simple. Mais ouais, j'ai hâte de naviguer, mais je dirais que c'est pas forcément dans les prochains jours qui arrivent. Bon, et quel est le programme d'ici demain et quelle est l'heure exacte de mise à l'eau et quelles vont être les conditions de cette mise à l'eau? Le programme, c'est de sortir le bateau dans la matinée pour le mettre sur le berre et faire le quillage. Et après, on attend la marée du soir. Donc, en gros, on a un créneau entre 18h et 21h à peu près pour faire la mise à l'eau et le matage. Donc c'est voilà, c'est sympa. C'est vrai que c'est un bon horaire. Et puis après, on fera le test à 90 en fonction des conditions météo parce qu'il faut qu'il y ait très peu de vent. Mais ça a l'air d'être assez bien en fin de semaine parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent. Donc ouais, non, c'est super. C'est vrai que c'est un événement. On va essayer de profiter, quoi. Profiter, mais malgré c'est vrai, il y a l'urgence parce que le défi Azimut est dans 10 jours. Donc c'est vrai qu'on sait que c'est compliqué, mais bon, après, la chance, c'est qu'on va le faire en équipage, puis j'aurai Anthony à bord, donc du coup, tout va bien se passer. Bon, et Anthony, tu seras là? Quel va être un peu, quel va être ton rôle pendant cette journée? Oui, oui, je vais essayer d'être là, d'être présent. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis encore pas mal occupé jusqu'à la fin de l'année avec la team actuelle. On a un objectif Route du Rhum, d'accompagner Yves et dans les meilleures conditions. Donc voilà, je jongle avec en priorité actuelle et de temps en temps, je vais mettre mon nez autour du bateau de Paul. Donc j'espère être là à la mise à l'eau parce que c'est toujours un moment important, un moment aussi un peu émouvant pour le skipper, pour l'équipe. Ça fait quand même pas mal de temps qu'ils ont eu le nez dans la poussière, dans le carbone, dans la peinture, avoir le bateau à 5 centimètres près et là de le voir se poser tout doucement dans l'eau avec du recul. Voilà, je pense que ça va être un bon moment pour toute l'équipe. Et est-ce que de ton regard extérieur, est-ce que ça donne envie? Est-ce qu'un tel projet, ça te donne envie, toi, de ton côté? Ou que oui. Oui, oui, forcément, ça donne vraiment envie. Bon, ça sert à rien de s'en cacher, voilà, j'aimerais bien, enfin, c'est pas j'aimerais bien, c'est je veux faire un jour le Vendée Globe. Après, je suis pas non plus aujourd'hui en recherche à passer mon temps qu'à ça. C'est vrai que je prends aussi énormément de plaisir à graviter autour de différents projets. Je préfère plutôt continuer à naviguer, à progresser, à être le meilleur marin possible, plutôt que avoir costard cravate et passer mon temps à chercher des sous. Voilà, c'est un choix. Je verrai où ça m'emmène, si ça me fait trouver quand même une possibilité de faire le Vendée Globe ou pas. Ça, c'est l'avenir qui me le dira, quoi. Mais c'est vrai que je préfère être heureux, épanoui, naviguer, progresser, plutôt que me prendre des noms, des noms et des noms par les recherches de sponsors. Paul, est-ce que tu peux un peu nous faire les présentations avec ce nouveau biotherme, nous rappeler où, comment et par qui il a été conçu, construit? Ouais, alors du coup, quand on a décidé de se lancer dans l'aventure avec Biotherm, on n'avait pas beaucoup de temps, puisque l'objectif c'était de participer à la Route du Rhum. Mais on avait cette opportunité de construire un bateau. Donc on l'a saisi en essayant de trouver un fonctionnement qui permettait d'être assez rapide. Et on savait qu'il y avait les moules de Linked Out qui étaient chez Persico. Et donc on avait une offre de Persico pour construire un IMOCA dans les mêmes moules que le bateau de Thomas Ruyant. Donc ça a permis de gagner énormément de temps, parce que les constructions de moules, c'est long, énormément de temps d'études aussi, et puis aussi de l'argent, du bilan carbone, etc. Donc c'était plutôt et c'était une plateforme, moi, qui me plaisait beaucoup, puisque c'est un bateau qui ressemble beaucoup à Apivia, et c'est pour moi les deux bateaux qui sont les plus performants actuellement. Donc j'aimais beaucoup le concept, l'idée. Et puis on a essayé d'apporter quelques modifications de ce qu'on a pu sur cette plateforme. On a changé les traves pour mettre une étrave dernière génération, donc plus spatulée. On a changé les foils et puis on a changé les systèmes de safran et un petit peu la casquette. Voilà, donc du coup
on a essayé de faire quelques modifications tout en étant très raisonnable pour rester dans les délais et arriver à mettre un bateau dans les temps. Donc c'est un linked out upgradé, quoi. Ouais, bah c'était un bateau qui fonctionnait bien, hein. C'est vrai que c'est un bateau qui était rapide, et puis qu'il y avait quelques petits choix différents, mais oui, c'est en gros c'est ça. On a gardé tout ce qu'on aimait bien. Voilà, un bateau qui est fiable, qui a fait des bonnes performances, et je suis vraiment content du choix en tout cas. Et raconte-nous un petit peu la construction. Ça s'est déroulé comme vous l'attendiez. Et beaucoup d'allers-retours en Italie. J'imagine que c'est pas forcément plus simple d'être obligé d'aller en Italie qu'aller de taper à la porte du voisin chez CDK ou Multiplast ou autre. Bah, il y a des avantages en fait et des inconvénients à être loin. L'avantage, c'est que justement, on a pu prendre aussi du recul et je dirais travailler sereinement, parce qu'on n'y allait pas. En fait, de décembre à juin, on y allait, je dirais, une fois tous les 2 mois. Donc c'était assez pas beaucoup en fait finalement. Et on avait quelqu'un qui faisait le suivi, un Italien qui faisait le suivi de chantier pour nous là-bas. Donc c'était vraiment, on est très content d'avoir fait ce choix-là, parce que déjà ça nous a évité des allers-retours, travailler en confiance, et puis et après par contre les 2 derniers mois, à partir de mi-juin jusqu'au 15 août, enfin ouais, 17 août, le bateau est parti le 17 août de Portrico. On était sur place avec toute l'équipe à temps plein. Donc du coup là c'était vrai que c'est loin, donc c'est au niveau, en plus en plein été, c'est vrai que c'est pas facile parce que tout le monde est en vacances en Bretagne, et du coup on était en Italie. Mais l'avantage, c'est que justement, on était très concentrés sur le travail, et que c'est plus facile, je dirais, que de rentrer chez soi le soir où tout le monde est en vacances, et du coup au moins on séparait vraiment le boulot et le repos. Donc c'était vraiment pas si mal finalement en termes de concept. Tu parlais tout à l'heure d'une petite équipe. C'est qui t'entoure sur ce projet? Alors, les 2 premières personnes qui ont rejoint le projet, c'était vraiment, en fait, après le début de construction, ils sont arrivés début janvier. C'est Baptiste Chardon, qui est directeur technique du projet, qui a travaillé pour Banque Populaire et Apivia, donc qui a construit 2 bateaux neufs déjà. C'est son 3e. Il y a Marc Liardet, qui était mon boat captain à l'époque des CMA, qui est boat captain du bateau. On est restés assez longtemps tous les 3, et puis ça s'est étoffé au printemps avec des stagiaires. Donc un stagiaire en bureau d'études, et puis 2 stagiaires en électronique informatique, qui vont nous suivre en alternance après pendant 2 ans. Et puis après, à partir de début juin, quand on est parti travailler là-bas, on a constitué une petite équipe qui s'est étoffée au fur et à mesure. Voilà, en composite. Et depuis maintenant 15 jours, on a quelqu'un qui s'occupe du gréement, etc. Là, il y a quelques personnes qui viennent en renfort. On va dire qu'on est une petite dizaine pour la mise à l'eau, et jusqu'à la route du Rhum, on va être une petite dizaine. Donc ça, c'est super. Ouais. Et vous serez basé à Lorient ou ailleurs? Alors en fait, on n'a pas de place à Lorient. Les attributions de place se font à peu près à l'automne, et comme à l'automne mon projet n'existait pas vraiment. Du coup, on est cette année à Port-la-Forêt pour la préparation de la route du Rhum. Ce qui est très bien, hein, parce que nous on connaît bien. C'est aussi un environnement calme pour travailler, et puis il y a le pôle ELAP qui est à côté pour les entraînements, donc c'est assez bien. Et puis après, de toute façon, on va partir quasiment 1 an consécutif, puisque le bateau va partir à Saint-Malo, et jusqu'à juillet prochain, il reviendra pas en Bretagne. Un mot sur cette préparation du rhum. Ça va être un peu préparation commando. Quelles sont dans ces cas-là les priorités, hein? Tu vas avoir 1 mois et demi avant de partir à Saint-Malo. Quelles sont dans ce cas-là les priorités qu'on se fixe? L'important, c'est d'être très pragmatique, et du coup, il faut pas vouloir tout, parce que c'est pas possible. Le bateau, il sera jamais prêt pour la route du Rhum comme il pourra être prêt pour le Vendée Globe dans 2 ans. Donc il faut aller à l'essentiel, avoir un bateau fiable, et puis surtout, on sait que on a un programme qui va se dérouler sur 1 an, où le bateau va progresser, moi je vais progresser, et du coup, on se donne pas des objectifs d'avoir un bateau au top pour le départ de la route du Rhum, mais plutôt d'avoir des systèmes qui sont fiables, et de pouvoir naviguer dans des bonnes conditions, quoi.
Anto, quand tu regardes un peu, j'imagine que toi qui veux faire le Vendée Globe un jour, j'imagine que tu regardes un peu attentivement toutes les mises à l'eau qui ont eu lieu récemment, hein. On a eu le bateau cet été, le bateau de Sam, on a eu le bateau PRB remis dans sa configuration ultime la semaine dernière, le bateau de Yannick Bestaven, je crois qu'il est mis à l'eau aujourd'hui. Il y a eu Charal, il y a eu le bateau de Boris Herman en juillet. Est-ce que tu regardes ça de près? Oui, oui, bah, je regarde ça de près. C'est vrai que de toute façon, quand on est amoureux de la voile et du bateau, nous, ça reste quand même un sport mécanique. Et aujourd'hui, il y a de très belles mécaniques qui ont été mises à l'eau. On voit que, que ça essaye encore des choses aujourd'hui, même en IMOCA, que sur les plans de cockpit, sur les foils, voilà, qu'on est encore dans le développement, même pourquoi pas un peu dans le tâtonnement encore sur certaines choses. Et c'est toujours hyper intéressant, hyper enrichissant de tout le temps même aller voir la mise à l'eau d'un concurrent, traîner autour du bateau, voir ce qui se passe, ou essayer de comprendre les choix qu'il a fait. Euh, et ça permet, si peut-être un jour j'ai mon propre projet, d'être un peu plus clair dans les choix et dans les envies que je souhaiterais avoir. Ouais. Paul, toi, j'imagine que tu as suivi, même de loin les mises à l'eau de tes futurs concurrents sur la route du Rhum. Quelle est un peu ton analyse des différents dessins quand tu regardes les carènes, qui sont à Lorient là, sur le port, il y a Charal, il y a le bateau de Boris, même si je crois qu'il part en Allemagne là, mais quelle est un peu ton analyse de ces différents choix architecturaux? Bah oui, il y a eu beaucoup de bateaux mis à l'eau. Après, sur ces bateaux mis à l'eau, il y a des faux bateaux neufs. Bah comme nous, je me considère un peu comme un faux bateau neuf dans le sens design et développement. Euh, Enfin, Holcim, c'est vrai que c'est la carène qui ressemble quand même énormément à 11 Hour et Maître Coq, ça va être un sister ship. Initiative Cœur, c'est un sister ship de Bureau Vallée. Donc du coup, ces bateaux-là, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de surprises. Mais après, il y a quand même pas mal de choses qui sont intéressantes dans les petits détails, puisqu'il y a la jauge qui évolue, donc il y a toujours des petits systèmes qui sont nouveaux. Et après, les bateaux qui sont un peu différents, c'est forcément Malidia qui a fait quelque chose de très différent, Charal qui a fait quelque chose de très innovant, avec vraiment beaucoup de développement. On sent qu'il y a vraiment eu beaucoup de temps passé pour faire du développement. Donc c'est vrai que ces deux bateaux-là sont intéressants. Et par contre, c'est pas, voilà, on voit bien que Charal, ils ont une grosse équipe, ils ont beaucoup de temps parce qu'ils vont pas faire Ocean Race derrière, donc ils vont avoir du temps pour développer leur bateau. Mais nous, avec le programme, c'était quand même pas du tout l'idée de partir sur ce genre de défi technique, technologique. Mais ouais, c'est intéressant à voir fonctionner parce que c'est vrai qu'on cherche depuis longtemps des solutions pour stabiliser ces bateaux qui ne volent que sur un foil et le concept d'utiliser les safrans a été quand même bien poussé par Charal. Donc j'ai hâte de voir comment ça marche, comment ça fonctionne. Oui, effectivement, votre programme, c'est d'enchaîner Route du Rhum, The Ocean Race, puis dans 2 ans, le Vendée Globe. The Ocean Race, ça s'est imposé pour toi depuis le début. Ça fait quand même, je crois que depuis le début que tu travailles sur ce projet, c'est à ton programme. C'était vraiment ta volonté de faire cette course. Ouais, c'était même une volonté quand je faisais du Figaro de faire Ocean Race, qui me faisait presque plus rêver que de faire le Vendée Globe. Et puis là, le fait de l'opportunité de la faire en IMOCA, c'était quand même assez génial. Euh, je pense que c'est déjà la course en soi est pour moi est vraiment géniale en termes d'intensité, de régate, aussi en termes d'aventure et de pouvoir voyager, d'avoir des opportunités de pas rester forcément faire des courses qui sont que en Bretagne. Et puis après, pour mon partenaire, et je pense que pour l'IMOCA, c'est quand même génial d'avoir une visibilité internationale. Et aussi, c'est la meilleure manière de préparer un Vendée Globe, de pouvoir faire. Il y a plus de 100 jours de navigation sur cette course, à 4, à pousser le bateau et à essayer de progresser pour. Je pense qu'on va sortir de cette course avec un bateau, beaucoup de choses à faire, mais aussi beaucoup de choses à faire, mais aussi beaucoup de certitudes sur la façon dont il fonctionne, quoi.
Anto, toi, tu as participé à The Ocean Race en 2014-2015 avec l'équipage de Mapfre. Tu confirmes ce que dit Paul? C'est c'est une course géniale, The Ocean Race. Ah non, mais c'est vraiment une course fabuleuse. De toute façon, même pour progresser, comme dit Paul, il a complètement raison. En objectif du projet Vendée 2024, ça permet vraiment de connaître bien le bateau. C'est un speed test autour du monde, hein, carrément. Je pense que on passe vraiment beaucoup de temps à vue, bord à bord, à essayer des choses, à progresser sur le bateau. Et surtout, humainement, la Volvo, il y a une saveur particulière. C'est vrai que de plus en plus aujourd'hui, on part d'un point A, on revient à un point A sur une course. Et là, on part d'un point A, on va à un point B, on part du point B, on va un point C, etc. Et c'est vrai que c'est du voyage, c'est beaucoup d'humains, c'est de la compétition, c'est aussi de l'aventure. Il y a vraiment tous les facteurs qui sont réunis avec cette Volvo Ocean Race. Enfin, cette The Ocean Race, pardon. J'ai encore le mauvais titre. Et tu en gardes quel souvenir, toi, de ton expérience au sein de l'équipage espagnol? Super bon souvenir. Voilà, ça m'a permis de côtoyer des Iker et Chabi. Donc c'était les skippers qui avaient aussi le projet Telefonica à l'époque de Groupama. Voilà, c'est des gens qui sont médaillés olympiques. Tu navigues un peu avec vraiment tout type de profil de régatiers, de navigants. Et c'est hyper enrichissant, quoi. J'avais peur que quand j'ai fait le break d'un an pour la Volvo, j'allais un peu régresser sur le circuit Figaro parce que je voulais absolument aussi revenir en Figaro. Et en fait, ça m'a fait progresser, quoi. Donc, j'ai pas navigué pendant un an en Figaro, mais le fait de voir et de faire cette Volvo, ouais, ça m'avait fait passer un step, la manière de naviguer, pour aussi toute l'énergie et qu'il fallait mettre durant chaque navigation. Et c'est vraiment, en tout cas, si un coureur a l'occasion de faire la Volvo, enfin The Ocean Race, faut la faire. Voilà, ça fait passer un step, je pense à chaque fois, balistiquement parlant. Bon, donc tu vas la refaire l'année prochaine avec l'équipage de Biotherm, un équipage qui a été annoncé en fin de semaine dernière. Paul, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as constitué cet équipage? Ouais, ça c'est une réflexion qui est assez longue. Après, Anthony, forcément, on en parlait même bien avant que Biotherm soit dans l'histoire, hein. Ça fait quelques années qu'on en parle. Parce que c'est vrai que je cherchais vraiment à faire ce projet-là, même en priorité, même s'il n'y avait pas forcément de Vendée Globe derrière, c'était vraiment un objectif. Et du coup, après, il a fallu être assez pragmatique puisqu'on a décidé de faire la course, je crois, au mois de mai. Donc du coup, il n'y avait pas beaucoup de temps. Moi, j'étais quand même très pris par la construction du bateau. Je savais qu'on aurait, à la différence justement du modèle Volvo avant, où les équipages s'entraînaient tout l'hiver avec des camps de base aux Canaries. Il y avait vraiment un entraînement comme on peut l'avoir en Figaro, en olympisme. Là, malheureusement, on n'a pas le temps de faire ça. Et donc, du coup, il fallait que je trouve des gens qui soient tout de suite autonomes, enfin au moins une partie de l'équipage qui soit autonome. Donc, l'idée, c'était de partir avec des gens qui ont déjà fait de l'IMOCA, qui ont déjà fait des Transat Jacques Vabre ou du solitaire en IMOCA, ou sur des gros bateaux pour qu'ils puissent arriver presque avec leur sac 3 jours avant le départ et monter à bord et que ça se passe à peu près bien. Donc ça faisait vraiment partie des priorités. Après, je voulais quand même que, comme disait Anthony, que cette Ocean Race ce soit une Ocean Race et pas une balade autour du monde entre Bretons. Donc je voulais qu'il y ait des étrangers, je voulais qu'il y ait des gens de l'Olympisme, du match racing, des gens qui ont un univers un peu différent, de la Coupe de l'América. Donc voilà, ça a été un mix un peu entre tout ça. Et puis après, quelque chose qui est le plus important, et pour moi, je pense que c'est vraiment extrêmement important, c'est surtout la cohésion et je dirais l'énergie collective à bord dans un équipage, quoi. Je sais que c'est ce qu'il y a de plus important, hein, c'est un équipage en course au large, c'est pas des individualités qu'on ajoute, hein, c'est vraiment une cohésion comme on l'a sur les sports collectifs. Donc c'est pas forcément le meilleur joueur à chaque poste, mais une ambiance où voilà, j'avais envie d'avoir des gens autonomes, des gens qui se respectent beaucoup, où il va y avoir une bonne ambiance, qui soient aussi concernés
parce qu'on va apporter quand même les couleurs de Biotherm, qui est une entreprise avec un message fort au niveau de l'environnement et de la protection des océans. Donc voilà, tout ça fait que il y avait besoin aussi d'une cohésion. Donc voilà, c'est un peu un mix de tout ça, et ça s'est fait beaucoup par affinité, des rencontres, discussions. Mais c'était assez intéressant. Dans les expérimentés dont tu parlais sur Gros Bateau en IMOCA, il y a Damien Séguin et Anto Marchand présents aujourd'hui. Les autres, c'est la portugaise Mariana Lobato, Giulio Bertelli qui est italien, Amélie Grassi qu'on connaît qui a fait du mini du classe 40, et vous avez deux Media Man Woman qui sont Anne Boger et Ronan Gladu. Est-ce que tu peux juste nous parler peut-être de ceux qu'on connaît un petit peu moins bien? Amélie, on la connaît, mais pourquoi tu l'as choisie? Et un mot sur Mariana Lobato et Giulio Bertelli qu'on connaît moins. Bah, Amélie, j'avais suivi un peu sa mini où elle avait eu un problème technique en partant de la deuxième étape, et elle était partie quand même dernière, je crois. Et elle avait remonté la flotte. J'avais vu elle avait beaucoup d'énergie, je pense, beaucoup de maturité dans la gestion de ses projets, et puis une envie d'être sur l'eau. Elle navigue beaucoup. Et j'ai bien vu là sur la préparation de la Jacques Vabre la dernière fois avec Marie. Et puis là, elle va faire le Rhum en classe 40. Donc c'était pour moi un super profil, parce que je pense qu'elle va justement amener beaucoup d'autonomie sur le bateau. Et donc c'était intéressant. Après, Mariana, c'est vraiment justement le profil justement équipage. C'est quelqu'un qui a fait très peu de solitaire, mais qui a fait beaucoup d'équipage, qui a fait les JO en match racing, qui fait beaucoup de régates de match racing, qui a fait beaucoup de Volvo 65 aussi, du multi 50, donc qui connaît très bien l'équipage, et je pense qu'il va nous amener beaucoup de choses sur le rythme et sur les manœuvres ou les choses comme ça. Giulio, c'est une rencontre, je l'ai rencontré chez Persico, puisqu'il habite à Milan. Et pareil, c'était hyper intéressant, parce que lui, il a beaucoup développé les bateaux à foil rapides. Donc GC 32, tout le circuit Coupe de l'América, etc. Il navigue beaucoup en multicoque. Donc je pense qu'en termes de performance et de développement, ça peut être très intéressant. Et puis c'était aussi l'idée d'ouvrir un peu à d'autres profils, quoi. Donc c'est voilà. Puis il y a aussi il y a encore quelques personnes qu'on annoncera un peu plus tard dans l'équipage. D'accord, ça sera un format d'équipage à 4 plus un reporter embarqué, c'est ça? Ouais. Et reporter embarqué, du coup, on a choisi un duo Anne Boger et Ronan Gladu. Voilà, c'est des personnes que j'apprécie beaucoup humainement. Et puis je pense que ce que je voulais aussi, c'était que ils fassent pas que du contenu d'image, mais qu'ils soient aussi capables de prendre, de recueillir ce qui se passe à bord aussi en tant que voilà, raconter une histoire. J'aimais bien la façon dont Ronan, j'avais déjà travaillé avec lui. Je regardais ce qu'il faisait avec Lost in the Swell. Il travaille pour Actual aussi, et du coup j'aime bien la façon dont il arrive à prendre la température et raconter ce qui se passe sur un bateau. Et puis Anne, j'avais navigué un peu avec elle sur Initiative, et elle a une sensibilité aussi vachement intéressante. Anthony, quand Paul t'a appelé pour te proposer de l'embarquer sur l'aventure, tu as dit oui tout de suite, tu as hésité, tu avais d'autres propositions, quelle a été un peu ta réponse? Oui, on avait déjà parlé avec Polo. Voilà, je lui avais dit, on en discutait. Je lui avais dit oui tout de suite. Après, c'est vrai que il y avait d'autres propositions, hein. Il y a plein d'autres gens qui cherchaient du monde pour cette course, mais bon, c'était quand même une évidence de faire cette course avec Paul. En plus, l'équipage qui vient de présenter. Voilà, j'en connais quelques-uns. Même Giulio, j'ai pu le rencontrer durant la campagne avec Mapfre. Et j'avais navigué 2-3 fois déjà avec lui. Amélie Grassi, je voulais souffler son nom à Paul parce que elle a navigué avec nous sur Team Actual. On avait fait la Finistère Atlantique avec Amélie, et je trouve que elle met énormément d'engagement dans chaque navigation, dans tout, et c'est vraiment une personne qui a énormément d'avenir dans la course au large. Damien Seguin, j'avais eu l'occasion de naviguer 2-3 fois avec lui en IMOCA également. Voilà, et enfin, je
je pouvais pas dire non. C'était pas possible. Ouais, toi, on rappelle que tu as quand même déjà l'expérience de la Volvo, comme on le disait tout à l'heure, l'expérience de l'IMOCA. Tu as fait la Jacques Vabre 2019 avec Giancarlo Pedotto sur Prysmian. Pour toi, quel regard un peu tu portes sur ces bateaux? Est-ce que tu as navigué sur d'autres supports? C'est des bateaux qui évoluent vraiment parce que c'est vrai que les IMOCA d'aujourd'hui sont complètement, enfin, sont quand même un peu différents des IMOCA par exemple, de Giancarlo quand j'ai fait la Jacques Vabre, en tout cas dans la version quel était l'IMOCA à cette époque. Quand j'avais fait la Java avec Giancarlo, c'est des bateaux qui évoluent vraiment tout le temps. C'est des bateaux qui ont plus beaucoup un comportement de monocoque, mais plutôt un comportement de multicoque. C'est des sensations qui commencent à ressembler voilà, à ce que je ressens sur le team de team actuel. C'est des bateaux très aériens, voilà, et c'est énormément de plaisir. Enfin, c'est des sensations que je connais, qui me font plaisir, et voilà, je pense que ces bateaux-là, ça va dans le bon sens, même au niveau, c'est des bateaux qui naviguent à plat, qui gîtent plus beaucoup, enfin, voilà, ça, c'est très 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 proche du multicoque, je trouve. Paul, au sein de cet équipage, les rôles sont déjà définis? Est-ce que par exemple, Anto, il aura un rôle défini à bord? Alors, les rôles à bord, pas forcément. Après, les rôles au sein de l'équipe en général, je pense que chacun va prendre un domaine, que ce soit la performance, que ce soit un peu plus la météo, que ce soit la sécurité ou des choses comme ça. Par contre, à bord, après, ça dépendra des configs, hein, parce qu'on est quand même assez nombreux. Il y a des configs qui seront différentes que d'autres, vu que l'équipage est quand même très éclectique. Donc, du coup, il n'y a pas forcément. C'est vrai qu'à 4, l'organisation à 4 sur un IMOCA n'est pas du tout celle d'un VOR 65 à 10, puisque en gros, on va se retrouver à deux dans le cockpit pendant qu'il y en a deux qui se reposent. Donc, un fonctionnement à deux est quand même très différent, avec plus d'autonomie dans les prises de décision, plus d'autonomie en général des gens sur les choses, sur les changements de voile, etc., quoi. Donc, mais après, c'est vrai que je compte forcément sur des gens comme des profils comme Anto pour être un peu, je dirais, mon second quand je suis pas là pour prendre les décisions. Et voilà, c'est vraiment quelqu'un sur un pilier du projet sur lequel je vais m'appuyer plus que sur les autres. Quand je t'ai croisé la semaine dernière à la remise à l'eau du bateau de Kevin Escoffier à Lorient, tu me disais aussi que sur ce projet, tu recherchais encore des partenaires? Oui, oui, parce que c'est vrai que c'était une volonté forte de faire Ocean Race. Donc, dès qu'on a eu l'opportunité d'y aller, on s'est dit on y va. Mais c'est vrai que notre budget est pas encore bouclé. Donc, on cherche des partenaires associés qui pourraient compléter et s'associer à Biotherm. Donc, on a une disponibilité encore assez importante sur le bateau, hein, de l'ordre de 25% du bateau. Donc on cherche des partenaires qui pourraient nous accompagner. Voilà, c'est vrai que les opportunités sont grandes, hein, parce qu'il y a beaucoup d'escales. Ocean Race aussi est un format de course qu'on n'a pas trop en France, mais qui est très adapté pour recevoir des guests, des invités, avec des courses in-port avant les départs, avec tout un tas d'événements. 8 villes autour du monde, donc c'est vrai qu'on a envie de saisir ces opportunités pour pouvoir compléter notre budget jusqu'au Vendée Globe. Quand tu regardes le plateau de cette course, donc là aujourd'hui il y a 5 bateaux confirmés, d'après ce que j'ai pu comprendre auprès de l'organisateur et de la classe IMOCA, il y aura peut-être 6 ou 7 IMOCA finalement. C'est un peu plus incertain sur les VOR 65. Que t'inspire un peu ce plateau? Est-ce que se dégagent des favoris à 4 mois du départ? Oui, alors moi déjà je suis ravi là, je pense qu'on sera 6 ou 7. Donc ça c'est vrai que c'est super. Je pense que c'est un bon nombre finalement et qui va nous permettre vraiment à tous de s'exprimer. Après le plateau est assez homogène aujourd'hui. Ça c'est quand même génial aussi parce que on a 5 bateaux, mais 5 bateaux qui sont plutôt performants avec des foils de dernière génération, des bons équipages. Donc je pense que la lutte va être assez serrée. Et la différence avec le VOR 65, où je dirais
tout se jouait sur des détails avec en IMOCA, je dirais que c'est beaucoup plus ouvert et que même s'il y a des favoris qui pourraient, par exemple comme 11 Hour, qui se préparent depuis très longtemps à cette course, qui ont un budget qui est quand même vraiment supérieur aux autres, bah, je dirais qu'en IMOCA, tout est possible, quoi. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en compte, la fiabilité des bateaux, surtout ce paramètre-là. Hein, je pense que on navigue pas en IMOCA comme on naviguait en VOR 65. J'ai pas trop navigué en VOR 65, mais Anto pourra le confirmer. Mais ça naviguait plus comme en Figaro, c'est-à-dire que c'est des bateaux qui étaient solides, ils tiraient dessus comme des malades. Et si on fait ça avec les IMOCA, ça fera jamais le tour du monde les 100 jours. Donc il va falloir, il y a des curseurs, il y a des alarmes, il y a plein de choses à gérer, beaucoup de feeling. Et je pense que ça va être super intéressant, que même s'il y a une hiérarchie qui se dégage au début, il y a vraiment moyen de progresser aussi tout au long de la course. Donc c'est hyper intéressant. Le favori, j'en vois pas plus. Forcément, les derniers bateaux qui sont sortis, hein, ils ont un peu plus de temps de préparation, mais bon, je pense que ça va se lisser. Et d'expérience qu'on voit en IMOCA, c'est que finalement, ça se passe jamais vraiment comme prévu à chaque fois. Donc, je pense que ça va être très ouvert. Et toi, Anto, quel est ton regard sur ce plateau? Alors oui, je voulais juste revenir un petit peu sur le VOR 65. C'est vrai que le VOR 65, c'est un gros Figaro, On tirait énormément dessus sur ces bateaux. Voilà, il y a les voiles qui battaient presque comme en Figaro. Les bateaux naviguaient sur la tranche. On passait notre temps à vraiment tirer dessus. Et avec cette The Ocean Race en IMOCA, je pense qu'il faudra beaucoup plus soigner le bateau, avoir un sens marin qui va prendre le dessus, et ça va sûrement voilà, il y aura peut-être moins de hiérarchie, voilà, il y aura des belles choses qui peuvent se passer, tout le monde aura sa chance malgré les différences de budget. Et tu peux juste me répéter ta question? Je voulais terminer là. Sur le plateau, quel est un peu ton regard sur les autres équipes? Bah, le plateau, voilà, il y aura énormément voilà, c'est que des excellents marins. Alors je suis pas sûr que Colsim a encore annoncé sa liste d'équipage, Non, donc pas je veux encore. pas trop Pas m'étendre encore, on là-dessus. va pas déflorer le sujet, on va leur Non, laisser exactement. Donc, l'exclusivité. ouais, exactement. Il m'en voudrait, Kevin. Bah non, le plateau, c'est très bien. C'est vrai que si on arrive à être 6-7 bateaux sur cette The Ocean Race, bah ça ressemblerait fortement à ce que la Volvo a connu. Voilà, il va y avoir du match, il va y avoir du jeu. Tout le monde aura sa chance, je pense, sur tous ceux qui ont des bateaux assez récents. Il va se passer énormément de choses. L'étape du Grand Sud, il faudra qu'on en parle, mais c'est vrai que c'est une vraie étape, quoi. Je ne pense pas qu'il y ait une étape aussi longue déjà courue sur une The Ocean Race. Donc il y a énormément de choses qui vont se passer, je pense. Ouais, effectivement, on rappelle cette étape, c'est l'étape d'anthologie, entre Cape Town et Itajaí. On aura l'occasion d'en reparler, avant le départ, d'ici là. Un petit mot, Paul, on rappelle quand même les autres équipages inscrits à date, hein. Il y a Eleven Hour Racing, Malizia, Guyot Environnement avec les Allemands d'Offshore Team Germany et Holcim PRB, de Kevin Escoffier. Paul, un petit mot avant de te libérer, parce qu'on sait que ta journée va être chargée avant la mise à l'eau. Quel est un peu le rétro-planning pour l'équipe d'ici The Ocean Race? J'imagine que les mois à venir vont encore être bien chargés. Ouais, on essaie de pas trop regarder les plannings des fois parce que c'est pour pas se faire trop peur. Donc on avance par étapes. Mais oui, on va faire le défi Azimut. Après, on se met en ordre de marche pour préparer la route du Rhum. Mais il y a la qualification à faire avant le 6 octobre. Et après, donc après la route du Rhum, le bateau reviendra directement en Europe, Guadeloupe, enfin Pointe-à-Pitre, Alicante, donc début décembre. On fera un chantier à Alicante jusqu'à début janvier, et puis après c'est parti pour 6 mois jusqu'à début juillet à Gênes. Donc Bon, finalement, la première étape qui va vous mener au Cap-Vert, ça sera presque une sorte de prologue pour vous, de mise en route. ouais, je vais essayer l'idée c'est que l'équipage, une partie de l'équipage Ocean Race vient pour le faire le défi Azimut, puisqu'en fait il y a une catégorie équipage avec tous les bateaux de Ocean Race qui sont présents. Donc ça va être assez sympa.
Et puis aussi sur le convoyage retour de la route du Rhum entre donc Pointe-à-Pitre et Alicante, il y a aussi une partie de l'équipe qui va prendre en main le bateau. Donc voilà pour optimiser les périodes de navigation et d'entraînement. Et toi, Anto, quel est le planning dans les mois qui viennent? Tu disais tu es encore bien occupé avec l'équipe actuelle. L'idée, c'est d'accompagner Yves jusqu'à la route du Rhum. Est-ce que tu vas faire partie de la cellule de routage? Quel va être ton rôle au sein de l'équipe jusque-là? Oui, donc là, nous, on recommence semaine 5, enfin à partir du 5, là, la semaine prochaine, on recommence les entraînements euh, avec le trimaran. On va sûrement naviguer avec François Gabard, avec un petit peu les copains. Euh, il y a Team Actual qui m'autorise à aller faire l'azimut avec le projet Biotherme. Donc voilà, j'en suis content. Ça, ce sera mes premières naves sûrement avec le bateau de Polo. Donc je vais essayer un petit peu de jongler entre Biotherme et Team Actual, avec forcément une priorité Team Actual jusqu'au retour de la route du Rhum, parce que je suis en charge de ramener le bateau de Pointe-à-Pitre pour le chantier de cet hiver, donc en Bretagne. Et après, dès que le bateau est amarré, on va dire à la Trinité-sur-Mer, je serai 100% Biotherme. Donc il y a juste peut-être une ou deux petites étapes où que je ne pourrais pas participer à The Ocean Race pour revenir un petit peu graviter autour du projet ultime actuel. Voilà, ça me tient aussi à cœur de continuer de travailler avec Yves. C'est vrai que c'est un projet aussi où je me sens à l'aise. Le bateau est juste fabuleux. Il y a encore énormément de choses pour faire progresser le bateau, pour pas se faire un peu larguer par les autres copains. C'est vrai que c'est quand même des prototypes qu'il faut absolument et constamment optimiser, développer, réfléchir à toujours la suite, à l'année prochaine, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc voilà, on a pas mal de petits dossiers en cours pour optimiser aussi le bateau après la route du Rhum pour la saison prochaine. Donc je suis toujours intéressé de graviter autour de ce projet. Est-ce que Yves a parlé cette année de transmission, hein? Il a dit qu'un jour il arrivera peut-être en butée d'âge entre guillemets sur ce bateau. Est-ce que à terme, est-ce que l'objectif il est peut-être aussi de te transmettre la barre du bateau? Est-ce qu'en tout cas toi c'est peut-être à terme ton objectif de devenir skipper de ce bateau? Oula, l'objectif non. Après, si on me propose, là, C'est une tu question de réfléchis pas, hein, tu journaliste. dis oui. Bien sûr, tu réfléchis pas, tu dis oui. Non, 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 non. Bon, franchement, on parle pas du tout de ça. L'objectif, c'était surtout que si, au cas où, il se reblesse, comme la saison dernière, il y a eu un petit accident au milieu de saison où il s'est blessé la cheville, bah, c'est d'avoir quelqu'un sous le coude pour du jour au lendemain puisse pouvoir reprendre les rênes du bateau et naviguer dessus pour faire telle et telle course. Donc ça, c'est mon rôle de skipper remplaçant pour la route du Rhum. Après, j'ai le rôle aussi de co-skipper. C'est aussi un rôle un peu similaire. On a pu voir que ça fonctionnait très très bien avec Gitana entre Franck et Charles. Ça fait monter en compétence les deux. Et c'est pas mal de toujours s'associer avec un binôme. Après, si un jour on me propose, je dirais oui, mais non, non, c'est pas du tout, c'est pas le sujet. Eh ben, très bien. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux d'avoir pris le temps de venir nous parler de vos projets respectifs. Paul, on te souhaite une très belle mise à l'eau demain. On va suivre ça avec attention. Bon courage pour les premières naves. On est pressé de voir le bateau naviguer sur le défi Azimut, sur lequel on sera bien évidemment tous présents parce qu'on est tous à Lorient. Merci à tous les deux. Une très bonne journée et on se retrouve quant à nous mardi prochain. Merci Axel. Merci Axel, merci Paul. Salut. Salut.